JDR Factory, le magazine dématérialisé du jeu de rôle. Bienvenue, bonjour, 4e épisode de la petite histoire du jeu de rôle. Et aujourd'hui, on va vous parler de Philip Barker. Oui, ça vous dit sûrement pas grand-chose. Ou peut-être si je vous dis Muhammad Abdal Rahman Barker, ça vous dit quelque chose? Non, toujours pas. Par contre, si je vous parle de Empire of the Petal Throne, l'Empire du trône de pétale ou de Técumel, pour certains, pour des anciens, ça doit dire quelque chose. Et là, on va parler d'un jeu de rôle, et peut-être pour moi, et peut-être pour Romain, mon collègue, peut-être le premier vrai jeu de rôle. Touffu, arrivé en 1975 chez TSR, et là, Romain, mais attends, c'est la folie, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? C'est même probablement au-delà d'un simple jeu de rôle, puisque le professeur Barker, Mohamed Abdelrahman, donc Barker, est un créateur d'univers, mais à un niveau qui, à mon sens, n'a qu'un seul équivalent dans l'histoire de la création littéraire et on va dire de fiction, c'est bien sûr Tolkien. En 2009 d'ailleurs, un journal allemand l'avait appelé Der Vergessene Tolkien, ce qui veut dire en allemand le Tolkien oublié. Alors, Barker, c'est un universitaire, il enseigne une langue. Oui, plusieurs même. Voilà, c'est un spécialiste des langues moyen-orientales, c'est un spécialiste des langues d'Extrême-Orient, mais même, je dirais, plus généralement, un linguiste de très haut niveau, comparable en ce sens à Tolkien, qui était un spécialiste des langues nordiques. Et son parcours universitaire est absolument exceptionnel. C'est notamment un des lauréats de la prestigieuse bourse Fulbright. Et peut-être faut-il dire donc donner ses repères. Il est né en 1929, mort en 2012, et effectivement converti à l'islam, bien qu'il soit alors il est né dans une famille américaine, j'ai envie de dire tout à fait classique, Qui remonte au XVIIe siècle. Qui sont une très vieille famille de pionniers. S'il s'est converti à l'islam, c'est après avoir entendu la récitation des 99 noms d'Allah au Taj Mahal en Inde, c'est une illumination qu'il a pris. Et c'est ainsi qu'il s'est converti, d'où ces trois initiales que l'on voit sur tous les produits qu'il a écrits ou contribué à publier, M-A-R, donc son nom de conversion musulman. Alors, le gars, il est universitaire. Oui. Il travaille dans les langues, on va dire spécialiste des langues plutôt extrême-orientales. Absolument. Là, spécialiste de la région de l'Inde. Oui. Et d'où ça lui vient? Alors, c'est peut-être grâce à nous, Français, ou peut-être hispano-français ou franco-espagnol. En fait, c'est à cause, quand il était gamin, il a entendu des Basques, des gamins basques parler, et il comprenait rien à ce qu'ils racontaient. Et il a trouvé ça extraordinaire que les deux gamins pouvaient se raconter des histoires en secret. Oui, et effectivement, cette notion du secret, de la langue rare, mais aussi de la sonorité et de la musicalité. On peut même dire une chose, c'est que son univers de fiction est né d'une langue. Et en ce sens, c'est exactement la même chose que pour Tolkien. C'est le même processus intellectuel. Et j'ai envie de dire, attention, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est bien entendu pas du tout, nous n'allons pas faire de comparaison, cela n'aurait aucun sens, mais il est peut-être allé plus loin que Tolkien, parce que les langues d'ailleurs qu'il a créées, sont encore plus développées, ce sont de vraies langues, on peut vraiment les parler. Tu pourrais vivre dans un pays qui parle cette langue, et tu pourrais vivre ta vie, je dirais, de tous les jours, quotidienne, en utilisant cette langue, contrairement aux langues de Tolkien qui n'ont été en vérité que partiellement complétées par l'auteur. Lui est allé bien plus loin que cela. Et à partir de là, il a développé son univers totalement fou, tellement développé que on peut parler du premier univers de fiction adapté en jeu de l'histoire du jeu de rôle, mais c'est un univers qu'il a développé dès les années 40. Et il prétend d'ailleurs, et ça c'est un point extrêmement important pour ce dont nous parlons, il prétend que dès les années 50, avec ses amis, il organisait des sessions de narration, des sessions où il faisait jouer à ses amis des personnages dans son univers de l'Empire du trône de pétale. Ça, on peut dire que c'est un fait assez répandu dans le monde. Il n'en est pas l'inventeur, bien sûr. Et les soirées un peu à la Agatha Christie où chacun incarne un rôle, mène une enquête, ou voyage dans un monde imaginaire, a priori, on le retrouve un peu partout depuis les années 50, même peut-être un petit peu avant.
Le jeu de rôle viendrait peut-être de là. Très probablement, sauf que là, il n'y a pas de système de règles. Il n'y a pas de... C'était purement narratif. Mais la petite différence avec Tolkien, extrêmement importante. Et d'ailleurs, Gygax, dans la préface, on viendra après à l'histoire éditoriale, dans la préface de l'Empire du Trône de Pétale, il dit bien que c'est justement le point de divergence avec Tolkien. Tolkien est mort avant de connaître le jeu de rôle. Mais il avait écrit, évidemment, des romans. Barker, c'est l'inverse. C'est un joueur, un wargamer, puis un rôliste. Et il n'écrit ses romans que tardivement, contrairement à Tolkien. Donc là, c'est un point de divergence. C'est un habitué du wargame. C'était lui-même un figuriniste. D'ailleurs, il sculptait ses propres figurines parce que Barker a plein de cordes à son art. Il est musicien, il est dessinateur, il est sculpteur de figurines, il est auteur, enfin, c'est véritablement un humaniste au sens classique du terme. Excuse-moi, Robin, j'ai envie de dire même un game designer. Oui. Un game designer, surtout aujourd'hui, c'est quelqu'un de polyvalent qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est très curieux. Et là, je crois que lui, déjà à l'époque, encore une fois, on va dire qu'on en a parlé ensemble, il est en avance sur son temps. Et totalement en avance. Au niveau de sa personne et surtout de sa création ultime, voilà. Donc Técumel. Dès 1974, il publie à compte d'auteur, donc Empire of the Petal Throne, l'Empire du Trône de Pétale, sous-titré The World of Técumel, le monde de Técumel. Alors, c'est Técumel n'étant d'ailleurs qu'une région de son univers, mais disons celle dans laquelle les joueurs vont commencer traditionnellement. Quelle est l'inspiration? C'est une inspiration multiple, c'est du syncrétisme. C'est méso-américain, c'est indien, c'est afghan, c'est arabe. On retrouve plein d'influences, y compris dans la langue d'ailleurs qu'il a fabriquée, et qui permettent de donner à la fois ce visuel et cette ambiance, cette atmosphère qui ne ressemble absolument pas. Nous sommes à des années-lumière du médiéval fantastique, de la fantasy, du sword and sorcery. Les références qu'il donne, c'est Jack Vance, avec lequel d'ailleurs il a correspondu. Et Lynn Carter. Et Lynn Carter, qui est connu pour ses travaux sur Robert Howard ou Lovecraft. Et Conan. Et voilà, continuateur hein, des histoires de Conan. Il le cite, ainsi que Burroughs, ainsi que d'autres auteurs qui étaient un peu les références d'ailleurs de Gygax. Et donc, il arrive à Lake Geneva dans les années 70. Il assiste à des parties de Donjons et Dragons, y compris des parties prototypes que nous avions évoquées dans les vidéos précédentes. Et il commence à se lier avec Dave Hanson, qui est celui dont nous avons longuement parlé lors de notre épisode sur Blackmoor. Et Dave Hanson et lui vont nouer de véritables liens d'amitié, et je dirais même de la part d'Hanson, une vénération pour Barker. Et Gygax lui-même était tellement impressionné que des années encore après le passage de Barker chez TSR, lui comme Hanson diront que pour eux c'est le plus grand, le meilleur univers de jeu de rôle jamais créé, que c'est une somme indépassable pour eux. Gygax et Hanson étaient sans doute peut-être aussi intimidés par la nature de l'universitaire, parce qu'il est vrai, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur, bien évidemment, mais la stature intellectuelle de Barker avait de quoi impressionner dans ce milieu quand il a débarqué, quand s'est aperçu qu'en plus c'était, comme tu disais, c'est un game designer, il connaît le jeu, il sait que c'est que des règles de jeu, il joue, c'est un wargamer qui a d'ailleurs a présidé et fondé des clubs de wargaming dans des universités où il enseignait. Et pour preuve, il a inventé un principe qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui est... Voilà, alors venons-y. Venons-y à cela. Ça aussi, je pense que beaucoup parmi les personnes qui nous écoutent l'ignorent sans doute, mais la personne dont nous parlons, Barker, est l'inventeur d'un des concepts les plus connus dans le monde du jeu. Vous le trouvez dans tous les jeux vidéo, tous les jeux de plateau, tous les jeux de rôle. C'est le concept du coup critique. C'est lui qui invente dans Técumel ce concept qui dit que quand on fait un vin naturel sur le D20, on double les dégâts, et si derrière on refait un 19 ou un 20, on tue directement la personne. C'est lui qui l'a inventé, mais il n'a pas inventé que ça. Et justement, peut-être penchons-nous maintenant sur son ouvrage, sur que contient l'Empire du Trône de Pétale. Peut-être dire un mot sur cet univers. C'est un univers en fait qui n'est pas un univers du passé, mais du futur. Soit dans 600 siècles, 60 000 ans après notre ère,
l'homme va faire la conquête et la terraformation d'une planète qui rappelle un peu dans ses caractéristiques, si on veut donner une équivalence, Avatar, la planète d'Avatar, comme dans le film de James Cameron, et donc confronté à des créatures hostiles, mais l'homme arrive à disons-le, les coloniser, les exterminer, les dominer. Donc, il y a un petit côté un petit peu presque sordide dans la création de cet univers. Et puis survient un cataclysme qui provoque la disparition dans une sorte de poche dimensionnelle appelée Bethorm dans le langage de Barker, qui donnera son nom à une des incarnations du jeu des années après. Et donc la planète, le système planétaire, le Soleil sont envoyés dans une pochette dimensionnelle, et pendant 50 000 ans, toute la technologie futuriste va être oubliée, enfouie, et c'est là que les joueurs arrivent. Donc, si vous avez bien calculé, 110 000 ans après notre ère, le monde de Técoumel surgit avec son esthétique qui rappelle celle de l'empire, par exemple des empires Maya, Inca, mais le tout agrémenté d'un visuel moyen-oriental, perse, arabe, indien. Voilà, donc ça, c'est la base de l'Empire du Trône de Pétale. On a un mélange de fantasy, médiéval fantastique, de science fantasy et de science-fiction. Absolument. En 1980, quand Gygax publie un célèbre module pour AD&D, ou quand Arneson Expedition to the Barrier Peaks, et quand Arneson publie Blackmoor, comme on l'a dit, ils intègrent des éléments de technologie dans la fantasy. Eh bien, ça vient de là, ça vient de lui. C'est un hommage à Técoumel. Alors, ouvrons le livre de règles. Qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, peut-être, Farid, est-ce que tu souhaites entendre à quoi ressemble le langage, le Tsoliani, créé par Barker? Évidemment. Eh bien, je vais t'en lire un extrait. Et je vais vous faire découvrir ce langage. Alors attention, ce langage n'est pas, je le répète, c'est un vrai langage. Il a des vraies règles phonologiques, phonétiques, linguistiques, structurelles, syntaxiques, grammaticales. Barker l'a décrit dans ses moindres détails. Il en a même inventé l'écriture. Et là, je vais vous lire quelque chose et vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est quelque chose, vous allez voir, de tout à fait remarquable. Donc, je te lis quelque chose. Tu vas apparaître dedans. Et je te dirai pourquoi après. Merci pour mon ego. Vas-y. Gerai, bruchatun darisa, e kolumel dali dalisa, faja gual par fam chegudali, chituplan. Kolumel timangual muni par curri basbrial, visumial, e kolume babardal dali gual dopal. Massun mig bas rimual, prubas rimkoi, burru gardasial. Moje monilel, massun moltu plan bas rimsa, cek kulna koi, chikule ma babardali, malul gual lei mai surma, chakun koi Farid Ben Salem, malul gual lum surrin nisal masun, brumuni dali sabru beyu sudali dalim, malul gual timan gual lumra, arechmik kame, ben bokurd, masun chivi sudali, surrin gual, hi, brukulum, i kolumel dali dalisa, prulachan. Eh bien, merci Romain, merci. Je viens de t'offrir la citoyenneté de Técoumel au nom de l'empereur de Técoumel. Voilà. C'est un certificat d'obtention de... Trinational, c'est bien. Voilà. Donc vous avez entendu ces sonorités avec des éléments linguistiques qui rappellent un petit peu l'arabe, mais aussi les langues méso-américaines. Et d'ailleurs... L'Empire du Trône de Pétale, qu'est-ce que c'est le Trône de Pétale? C'est un peu comme le Trône de Fer chez Gérard Martin. C'est un trône de jade dont le sommet a une forme de fleur éclose. Pour devenir empereur, ça c'est incroyable, hein, l'empereur du Trône de Pétale, en fait, c'est assez fabuleux comme invention. Ce sont des épreuves extrêmement dures qui peuvent mener à la mort ou à la folie de celui qui les passe. Et une fois qu'on a élu l'empereur, il est emmuré vivant pour l'éternité, enfin pour la durée de sa vie, derrière une barrière en or. C'est sa présence physique et spirituelle qui inspire les décrets que toute sa cour de bureaucrates fait passer. C'est-à-dire, en fait, c'est un empereur invisible, qui est presque condamné à une vie purement spirituelle. Voilà, tu vois, ça te donne une idée de la folle originalité de cet univers. Les règles, c'est celle de Dédé. Alors, voilà. Là, tu nous as immergé dans l'univers. Voilà, parlons des règles.
Alors voilà les règles. On a, j'imagine, des caractères, des compétences. Des caractéristiques qui rappellent celles de DD, sauf qu'elles sont notées sur 100. On les tire avec un dé 100. Donc elles vont jusqu'à 100. Ce sont à peu près les mêmes. Il n'y a que le charisme qu'il appelle comeliness, qui veut dire en gros la beauté, l'apparence physique. Voilà. Et on a des dés de vie. On a 3 classes de personnages comme dans des dés originels. Fighting Man, Magic User et Cleric. Donc ça c'est la même chose, qu'il appelle Priest d'ailleurs. Mais alors les innovations en termes de game design sont d'abord nombreuses et d'une modernité. Par exemple, alors, on va dire premier coup critique. Qu'est-ce qu'on peut citer? Ensuite, eh bien, pour la création de personnages, quelque chose qui aujourd'hui est familier pour tous les joueurs. Aujourd'hui, ce que je vais dire là est familier à tout le monde. C'est le concept de background et de compétences acquises pendant l'enfance, l'adolescence. Quoi? Avant MERP, avant Middle-earth Role Playing? Bien avant. JRTM? Bien avant. Eh ben. Enfin, bien avant. Disons un petit peu avant. Presque. Mais voilà. Mais c'est quelque chose de remarquable. Et avec des compétences, ils appellent ça des skills. Mais par exemple, les sorts qu'utilisent les magiciens, ils appellent ça des skills. Et ça fait plutôt penser à un mélange de skills et ce qu'on appelle les feats aujourd'hui, depuis l'invention du système des 20 dans les années 2000, encore présent dans DD 5e édition. C'est Barker qui invente ce concept. Également, le fait que les caractéristiques peuvent augmenter avec l'expérience. Ça aussi, c'est nouveau. Ça ne se faisait pas avant. Donc, le concept du coup critique. Et un système de magie dont alors les noms des sorts vont rappeler un peu ce que connaissent les habitués de DD, hein, mais les sorts ne peuvent être utilisés que 2 fois par jour. Et quand on est d'un faible niveau, il n'y a que 9 niveaux, pas 20 ou 36, et il n'y en a que 9. Et quand on est de faible niveau, par exemple au niveau 1, tes sorts ont 60% de chance d'échouer. Donc tu vois, c'est la magie, voilà, c'est ça. Par contre, la magie est absolument monstrueuse. Quand tu es un magicien de haut niveau, par exemple, tu as un sort qui te permet, rien qu'en touchant ton adversaire, de le réduire en poussière, il n'y a aucun moyen d'y résister. Enfin voilà, les magiciens sont des monstres qui font peur à tout le monde. Et alors les monstres, justement, le bestiaire de cet univers, il est fabuleux. Des créatures insectoïdes. Alors, justement, tiens, donne-nous un exemple. Là. Il y en a un qui est. Ah oui, c'est le monstre. C'est le Shu. Ça s'écrit 2SU accent. Donc ça se prononce Shu, parce que le 2S est une lettre qui forme une seule lettre dans son langage. C'est une créature invisible qu'on repère à l'odeur de cannelle qu'elle dégage et qui produit une espèce de petite vibration ressemblant à un son de cloche suraiguë. C'est appelé l'ennemi de l'humanité. C'est une des créatures qui ont été dans le très lointain passé de la terraformation de la planète qui abrite le continent de Tekumel, qui ont été reléguées et qui ont gardé évidemment le souvenir de l'humanité comme c'est nous les monstres en fait, ce sont les humains les monstres. Mais quand on joue, c'est eux les monstres. Et cette créature, voilà, tu as vu cette folle originalité. Toutes les créatures ressemblent à des mélanges, des espèces de chimères faites d'amalgames de dinosaures ou de créatures qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout d'équivalent. Ne cherchez pas des orques, des dragons, des nains et des elfes dans Tekumel. Vous allez trouver des humains avec des différences, je dirais, ethniques, des différences suivant leur région d'origine, ce genre de choses pour les joueurs. Mais par contre, pour les monstres, vous allez rencontrer des créatures que vous n'avez vues nulle part. Sinon, c'est vrai on sent un peu l'influence de John Carter of Mars, avec ces créatures mi-dinosaures, mi-extraterrestres. C'est à cela que ressemble le bestiaire fabuleux de Barker, avec d'ailleurs un underworld, un peu comme l'Underdark, créé par Gigax. Donc on peut effectivement faire de l'exploration sous la terre, mais ce n'est pas un univers de Dungeon Crawl. On peut en faire, mais c'est avant tout un univers d'exploration. C'est l'ancêtre, c'est la mère, en quelque sorte, ce jeu, de ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux sandbox, comme Forbidden Lands par exemple. C'est un jeu dans lequel le but du personnage, c'est l'exploration. C'est découvrir ce monde totalement fabuleux. Barker n'a jamais écrit de scénario pour ces jeux. Et malheureusement, voilà, il fallait faire partie des disciples du maître, être dans ses initiés, son cercle, quand il maîtrisait ses parties, pour découvrir toute l'étendue de son jeu, mais qu'on découvre dans ses romans. Donc il y a 2 romans qui existent, qui édités. Les 3 autres, parce qu'il en a 5 en tout, ne le sont qu'à titre d'auteur, on peut les demander en impression à la demande. Donc les 2 romans les plus connus s'appellent Man of Gold, donc l'homme d'or, littéralement, et Flame Song, chante-flamme, on pourrait dire. Et ce ne sont pas d'ailleurs des romans qui se suivent, c'est pas du tout comme Tolkien, c'est pas une saga, ce sont des romans indépendants. Et j'ajouterai aussi une particularité, une curiosité, ce sont les livres. Il y a des objets magiques, comme dans tous les jeux,
Et ces objets magiques à lui portent des noms souvent très poétiques, mais il y a aussi des livres magiques et maudits. Ça rappelle, bien entendu, dès qu'on dit livre maudit, ça rappelle bien évidemment Lovecraft. Voilà. Et oui. Je donne un exemple ou deux parce que c'est quand même assez extraordinaire. Par exemple, les joueurs peuvent tomber sur des livres magiques qui sont des livres qui peuvent provoquer toutes sortes d'effets, positifs, négatifs ou autres. Et ces livres portent des noms assez merveilleux. Hein. Par exemple, un de mes préférés, c'est Durrept Kash Snek Siva. Ce qui veut dire le traité pessimiste de l'inaction totale. C'est-à-dire que si un joueur se met à lire ce livre, d'ailleurs une fois qu'on a commencé à le lire, on ne peut plus s'arrêter, hein, c'est la caractéristique des livres magiques, eh bien il devient apathique à jamais, il ne peut plus rien faire, il devient une espèce de... Ouais, clairement il a lu du Lovecraft. Voilà, il a lu du Lovecraft. Par exemple, je peux te parler du Korunkoi Ishanu Mi Ishuma, c'est le livre de la danse de la mort. Qui est un livre qui permet à ceux qui suivent les principes du mal de progresser d'un niveau. C'est un peu comme le Book of Vile Darkness, qui est un artefact bien connu des joueurs de DD. Il n'y a pas de bien, enfin, il y a du bien et du mal, et ça c'est important de le dire aussi, mais il n'y a pas d'alignement dans ce jeu. Ça aussi, quelle nouveauté! Ça veut dire que le curseur moral est laissé à l'appréciation du joueur dans son interprétation. Et pour terminer une chose sur cet univers, parlons des dieux, parce que dans tous les univers fantastiques, il faut parler de la cosmogonie des dieux. Les dieux de Tecumel sont en fait des entités transdimensionnelles qui ne sont pas des dieux, ce sont juste des extraterrestres, des entités qui viennent d'autres dimensions et qui sont d'une puissance tellement surdimensionnée qu'on les prend pour des dieux. Et ils sont répartis dans vaguement les dieux du mal et vaguement les dieux du bien. Mais ce sont des concepts... c'est plutôt le changement et la stase. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Le mal, c'est le changement. Ça revient à dire un peu le chaos et la loi de Moorcock, quoi, en quelque sorte. Voilà, alors tu vois un univers totalement hors norme. Pour terminer succinctement, c'est un jeu qui a connu plusieurs éditions. 13 éditeurs et 5 systèmes de règles différents. 13 éditions, 13 éditeurs différents. Oui. Peut-être que j'en oublie, il est possible que j'en oublie, mais c'est un des jeux qui a eu le plus d'incarnation parce que Barker, dès 1977, a reproché à Gigax et à TSR de ne pas faire de suivi. Parce que Barker, lui, il avait un concept en tête qui était pour l'époque assez nouveau, c'est le concept de sourcebook, c'est le concept de faire des suppléments, d'ajouter des éléments. Mais visiblement, Gigax avait d'autres idées en tête et il ne l'a pas fait. Et du coup, Barker, il a dit, je vais voir ailleurs. Et par conséquent, il a voyagé d'éditeur en éditeur. Et à chaque fois, soit c'était des sourcebooks qui marchaient avec son système de règles original, c'est-à-dire dérivé de DD, soit carrément de nouveaux systèmes de règles. Il y a même eu un Tecumel D20. Et le dernier avatar de ce jeu date de 2017. Et c'est un célèbre game designer. Après sa mort, qui est 2012. C'est un célèbre game designer qui s'appelle Dave Morris. On lui doit les Terres de légende, on lui doit certains livres dont vous êtes le héros, des défis fantastiques, qui a fait ce jeu en 2017. Il faut savoir que Sandy Peterson, dont nous parlerons très probablement dans une autre émission. L'appel de Cthulhu, le jeu de rôle L'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, qui a proposé même une adaptation pour une quest de Tecumel, très récemment. Il existe un site internet, donc si jamais parmi ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui veulent se plonger dans cet univers, je ne peux que leur recommander le site de la Fondation Tecumel, qui est administré par la veuve de Barker. C'est un site qui a été fondé peu avant sa mort, je crois que c'est vers 2008-2010, et il y a tout le contenu du jeu, parce qu'évidemment, ce que je vous ai dit, ce que nous avons dit avec Farid sur cet univers, mais c'est un grain de sable comparé à l'étendue. Le nombre de suppléments qui existent pour Tecumel, toute édition confondue, est juste phénoménal. On arrive, je crois que c'est entre 80 et 100 suppléments, parce qu'il y a le jeu de figurines, parce qu'il y a les différents systèmes de règles, il y a les livres linguistiques qui avaient été édités d'ailleurs par Aronson, qui sont des livres absolument fabuleux. C'est des petits opuscules qui nous présentent toutes les règles syntaxiques, lexicales et de prononciation du Tsoliani. Et c'est Aronson qui l'avait édité avec des cassettes audio à l'époque.
avec des cassettes audio à l'époque. Et si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez même trouver, on peut la trouver je crois sur YouTube, une vidéo, alors c'est pas vraiment une vidéo puisque je crois que c'est un plan fixe, mais vous avez 1h30 de musique Tsoliani, de la musique de Tekumel, que Barker avait fait enregistrer par des archéomusiciens, des musicologues, des ethnomusicologues, pour donner une impression de la musique à la cour des empereurs de Tekumel. Donc tu vois, c'est un univers complet. Cet univers existe, littéralement, il existe. Tu vas nous jouer ça au piano bientôt. Eh ben, pourquoi pas. Eh ben, merci Romain. Merci. Et donc on a Mohamed Abdelrahman Barker, précurseur, game designer, Visionnaire. Un visionnaire, inspirateur aussi. On a quand même un univers hyper développé avant RunQuest, quand même. Ça, je suis pas sûr que grand monde le savent. Voilà, donc c'est pour ça une émission conséquente sur ce personnage et c'est sur cet univers. Je vous remercie tous. Merci à Matt, notre motion designer et réalisateur. Merci à Edouard, notre directeur artistique. Et on vous retrouve bientôt pour la 5e émission. Au revoir. Ciao.